Pour la 3e édition de Ciné Droit Libre à Dakar, nous avons le plaisir de recevoir Clément Abarikouta, qui est donc le président de l'association des victimes de crimes du régime Hissène Habré. Clément Abarikouta, bonjour. Bienvenue à Ciné Droit Libre Dakar. Alors, dans la nuit du 13 juillet 1985, il faut dire que 2 agents de la DDS sont venus donc vous arrêter. Quel était le motif de cette intervention-là? Bon, le motif jusqu'aujourd'hui, je l'ignore. Je l'ignore parce que je ne peux pas vous dire exactement pourquoi j'ai été arrêté. J'attendais à poser cette question à Hissène Habré, mais malheureusement, puisque Hissène Habré n'a pas parlé, je suis demeuré sur ma soif. Pourquoi j'ai été arrêté, je ne sais pas. Et apparemment, c'est vous-même qui aurez rédigé votre procès verbal. Qu'est-ce que vous avez écrit exactement sur ce PV-là? Mais c'est bête. Dans aucune procédure interrogatoire, c'est l'interrogé qui, n'est-ce pas, écrit sa déposition, je n'ai jamais vu. En fait, c'est sur pression et sur menace que j'ai été amené, n'est-ce pas, à écrire exactement ce que je pensais répondre, n'est-ce pas, en fait, donner comme réponse aux questions qui me posaient. Et vous vous rappelez exactement de ce que c'était comme phrase? Non, j'ai reçu une bourse et je devais aller étudier en Allemagne pour venir servir mon pays, sans substance. Et donc vous avez passé 5 ans dans cette prison-là. Quelle était l'ambiance? Ben, dans cette prison, d'abord il faut dire que ce n'est pas une prison, c'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe et c'est la question ultime qui trottinait dans ma tête, c'était quand est-ce que je vais mourir. Parce que la douleur était permanente et la douleur était profonde. L'ambiance, mais c'était une ambiance de deuil, une ambiance assez lugubre, en fait. Et vous avez été donc le prisonnier fossoyeur de ce qu'on appelait donc la plaine des morts. De quoi s'agit-il exactement? Vous savez que puisque les gens n'étaient pas nourris, les gens vivaient dans une maltraitance, n'est-ce pas, très aiguë, mais conséquemment les gens mouraient. Il n'y avait pas de soins, il n'y avait pas d'assistance médicale, et ces gens mouraient. Et puisqu'il fallait, n'est-ce pas, pour la DDS, il fallait tout faire pour cacher le visage réel de ce qui s'est passé au sein de la DDS. Donc, on enlevait ces corps-là chaque jour et on allait les enterrer, n'est-ce pas, à la sortie nord de la ville de N'Djamena, enfin de la capitale du Tchad. Alors, nous allons parler de l'actuel président donc, du Tchad, qui est Idriss Déby. Donc, d'aucuns estiment que Idriss Déby, qui étant le bras droit de Hissène Habré, a également sa part de responsabilité. On lui colle la paternité donc du fameux septembre 1984 au sud du pays. Alors, trouvez-vous juste qu'il ne soit pas jugé au même titre que son mentor? D'abord, il faut dire que c'est une question récurrente. Toutes les fois que je suis ici à Dakar, on me pose cette question. Moi, je me dis, je ne reconnais que cette personne qui m'a fait arrêter par ses agents et qui m'a mis dans des conditions difficiles. J'ai été reçu par Idriss Déby, le président actuel, 2 fois. La question lui a été posée, il dit, moi j'ai agi en tant que soldat sous des ordres. Voilà. Je me contente de sa réponse, mais maintenant, si lui, en tant que soldat, est-ce qu'il était autorisé de prendre une arme et aller tirer sur quelqu'un s'il n'a pas reçu des ordres? Maintenant, par rapport à votre question, moi je ne suis pas juge. Je portais plainte parce que j'ai été arrêté. Maintenant, c'est au juge de faire son travail pour dire à tel degré, telle personne est impliquée, telle personne est impliquée. Ce n'est pas à moi de dire Idriss Déby ou alors machin est impliqué. Non, ça, ce n'est pas mon devoir. Moi, je suis une victime, je cherche que justice me soit rendue. Voilà. Et donc, parlant du fameux procès de Idriss Déby, il faut dire que certaines personnes pensent que les victimes ont été triées comme ça, sur le tas, pour aller témoigner à Dakar. Et celles qui étaient susceptibles de citer Idriss Déby ont été écartées. C'est le cas, par exemple, de Gardelidji. Donc, que répondez-vous à ces personnes? Il faut dire d'abord que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous pensez qu'un travail de 25 ans ne peut que se résumer à trier? Non. On a organisé les victimes compte tenu, n'est-ce pas, des cas ciblés. On parle des femmes déportées.
on parle, n'est-ce pas, des gens qui ont été arrêtés pour les tracts. On parle des prisonniers de guerre. C'est comme ça que le travail est organisé, mais ce n'est pas un tri au hasard. C'est le tri par rapport, n'est-ce pas, aux sujets qui ont été, n'est-ce pas, déposés devant le juge pour lui permettre, n'est-ce pas, de motiver sa condamnation. Mais ce n'est pas comme si on triait des fruits pour les manger. Non, je ne pense pas. D'accord, donc Hissène Habré a été condamné, donc c'est l'aboutissement d'une lutte et de plus de 25 ans pour la justice. Est-ce que c'est la fin d'une époque pour vous? Ben, il fallait, pour nous, nous avions, n'est-ce pas, le devoir de réécrire l'histoire de notre pays. Nous avons écrit l'histoire, bientôt elle sera finie, et lorsqu'elle sera finie, on la lira et on va tourner la page pour, n'est-ce pas, s'occuper du développement de notre pays. Vous savez que le Tchad, notre pays, vient de très loin. Ayant déjà fini avec cette phase de procès, nous allons nous retourner, n'est-ce pas, travail à la réconciliation, au travail de mémoire, etc., etc. Donc, il faut dire que sur la table, il y a encore du travail à faire. Et donc, parlant toujours de l'actualité tchadienne, il faut dire que votre pays est bouillant et visiblement, le peuple semble désavouer le président Déby. Ne craignez-vous pas un regain de violence, en fait? Ben, au Tchad, mais le Tchad même est un pays de violence. Lorsque vous regardez, vous allez au Tchad, vous regardez les Tchadiens, le Tchadien est de nature violente, le Tchadien est de nature brutale. Donc, des regains, n'est-ce pas, de violence, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Parce que, dites-vous, les gens qui ont agi sous le régime d'Habré, les gens qui ont travaillé dans le système, ils sont là encore en poste, ils ne sont pas encore tous rattrapés par la justice. Et lorsque vous dites que, bon, les violences, mais moi ça ne me surprend pas, parce que nous, on est un pays de guerre, nous sommes dans la guerre, et comme le dit quelqu'un, nous aimons faire la guerre. Restons dans la violence, vous dites que le Tchadien en lui-même est un homme violent, brutal, si je reviens sur vos propos. La 3e édition de Ciné Droit Libre Dakar, la thématique porte donc sur l'extrémisme violent. Vous, en tant que Tchadien, en tant qu'Africain, que pensez-vous donc de l'expansion de cet extrémisme aujourd'hui qui prend de l'ampleur au-delà même des frontières africaines aujourd'hui? Il faut dire que l'actualité par rapport à la violence est toute inquiétante. Mais lorsque il y a la violence, je me dis conséquemment, il y a un travail à faire. Il y a un travail de, j'allais dire, de changement de mentalité. Il faudrait que nous arrivions partout où il y a la violence à reformater, j'allais dire, n'est-ce pas, la mentalité pour que les gens s'acceptent. Et cette violence, je permets de dire que le chef d'orchestre, c'est Habré, parce qu'Habré a commencé à instaurer la violence depuis des années avant de devenir ce qu'il est, président de la République. Donc je me dis, ce procès qui vient de se passer va nous servir, n'est-ce pas, de tremplin, afin de bâtir. Nous, je veux dire que nous, on est une génération sacrée, mais on ne va pas continuer à sacrifier, n'est-ce pas, les générations à venir, mais il faut faire le travail et que les gens arrivent, n'est-ce pas, à faire la réconciliation de cœur, la réconciliation d'esprit, parce qu'on a besoin du Tchad. Et qu'est-ce que les jeunes pourraient faire concrètement pour essayer de faire bousculer les choses, faire changer les choses? Ben, vous savez que les jeunes, comme on dit, ailleurs ça se passe bien. Pourquoi ne pas faire comme les autres pays qui vivent dans la quiétude, qui vivent dans la paix et qui s'occupent, n'est-ce pas, à préparer. Parce que si nous demeurons dans la violence, je me dis, mais quel héritage nous allons laisser à nos enfants? Donc, il y a un travail à faire. Donc, la jeunesse est appelée à prendre conscience, à se mettre, n'est-ce pas, dans la sensibilisation et à copier sur les autres qui ont déjà réussi. Vous êtes donc à votre première participation à Ciné Droit Libre, qui est un festival qui donne donc la parole aux gens, la liberté d'expression, sur les droits humains également. Que pensez-vous de ce festival-là qui est un premier en Afrique? Ben, avant de répondre, vous permettez que je vous rectifie, c'est pour moi la 2e fois. Parce que déjà à la 3e édition, j'étais invité à base d'un film dans lequel je jouais. Et moi, je me dis, j'apprécie ce cadre, ce forum qui permet
au peuple opprimé, qui permet, n'est-ce pas, à la jeunesse africaine, à la jeunesse universelle, de faire une relecture de ce qui se fait. Parce que, dites-vous bien, Ciné Libre, vous le voyez, les Gabonais ont trouvé une tribune pour exprimer leur ras-le-bol. Et je me dis que Ciné Libre peut être en fait une tribune pour toutes, n'est-ce pas, ces couches qui sont opprimées, qui n'ont pas la liberté de venir à Ciné Libre et dire, en fait, là, nous avons eu une plateforme pour exprimer notre ras-le-bol, pour dire ce que nous pensons de notre pays ou alors de nos responsables. Alors, le documentaire Hissène Habré, une tragédie tchadienne de Mahamat Haroun Saleh, a été donc diffusé en première ici à Dakar lors de la cérémonie d'ouverture. On a vu après, il y avait les débats, il y avait beaucoup de Tchadiens qui étaient là. Comment vous vous êtes senti au milieu de toutes ces personnes qui avaient des choses à dire, même si elles n'avaient pas vécu ce que vous avez personnellement vécu? Ben, moi, je me suis senti parmi des gens qui voulaient en savoir plus. Quand bien même j'étais dans une émotion. Et je me suis senti également parmi des gens qui voulaient ou alors qui rêvent à un bien-être. Il fallait partager mon expérience, il fallait que je puisse leur dire comment nous avons fait et comment nous pouvons conjuguer nos efforts pour la réussite, n'est-ce pas, de nos populations qui sont restées jusqu'à là sous le joug. Voilà. Alors on voit bien que dans le documentaire, vous êtes l'un des acteurs principaux. Il y a donc tous ceux-là qui ont été également dans ces prisons-là, qui ont souffert, qui ont été avec vous. Comment le travail a été fait? Quelle a été l'approche? Vous qui êtes le président de l'association de ces victimes-là, comment ça s'est fait qu'ils puissent accepter de participer au tournage de ce documentaire? Lorsque vous savez, madame, lorsque vous savez que vous n'avez rien fait et on vous met dans une condition assez difficile, vous ne pouvez que chercher à comprendre pourquoi vous avez arrêté et pourquoi cela vous est arrivé. Donc, tous, puisque nous avons été malaxés dans la même douleur, ça n'a pas été difficile pour nous de gagner dans un premier temps un bon nombre pour nous permettre de démarrer la machine, quand bien même il faut dire que ça a été difficile et moi j'en suis une preuve. Ça a été difficile pour que nous en arrivions là. Simplement, vous savez, le dossier Habré est judiciaire, mais est aussi un dossier politique. Donc le politique a voulu, n'est-ce pas, nous dérouter de notre objectif, mais nous avons tenu parce que nous avons osé. Monsieur Abba Ikoutta, c'est la fin de cette interview. Avez-vous un mot à rajouter avant qu'on continue? Non, je me dis qu'au vu de ce qui se passe au Burundi, au vu de ce qui se passe dans les deux Congos, au Gabon, moi je me dis que nous devrions tous nous lever comme un seul homme pour dire, après 50 ans d'indépendance, nous devrions changer. Nous devrions changer et que les gens qui gèrent nos pays ont le devoir et la responsabilité de nous rendre compte. Pas de continuer à nous violer, pas de continuer à nous massacrer, pas de continuer à piller le pays.